Bonjour, Monsieur Paul Maurice. Bonjour. Vous êtes chercheur au Comité d'études des relations franco-allemandes, CERFA, à l'Institut français des relations internationales IFRI. Vous avez publié un article très intéressant, France-Allemagne, un couple réuni face à la crise, réaction politique, économique, sociale à l'épidémie dans les relations franco-allemandes. Cet article vient de paraître dans la revue du Rhin supérieur, CRESAT, à l'Université de Haute-Alsace. Vous travaillez sur les questions de politique intérieure allemande et les relations franco-allemandes dans le cadre de la construction européenne. Actuellement, vous préparez une thèse de doctorat en histoire et études germaniques en Sorbonne, à l'université de la Sarre, et vous êtes membre du comité UMR 8138, Syrie, Sorbonne, Identité, Relations internationales et civilisation de l'Europe. Le résumé de votre article rappelle que les relations franco-allemandes ont perdu de leur dynamisme au cours des dernières années, mais quand la pandémie a agi comme un catalyseur à la coopération transfrontalière et a donné un nouvel élan à l'ensemble des relations franco-allemandes. L'absence de réaction de l'Allemagne aux propositions de politique européenne du président Macron dans son discours à la Sorbonne ou à sa lettre sur l'Europe du 4 mars 2019 n'a pas pu être compensée, même avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, merci pour votre présentation de l'article. Effectivement, en 2017, les Allemands, le gouvernement allemand voyait en Emmanuel Macron, après son élection, un président qui était très européen, puisqu'il avait fait sa campagne sur ce thème. Mais lorsque, au mois de septembre, les élections fédérales ont eu lieu en Allemagne, le score relativement faible d'Angela Merkel, et puis les tractations pour constituer un gouvernement dans une coalition stable ont duré, si bien que le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, dans lequel il avait délivré, vous l'avez rappelé, un message en faveur de l'Europe, n'a pas rencontré l'écho espéré. On l'a dit, pour Angela Merkel, effectivement, le timing était assez mauvais. Et puis, au-delà de ça, Emmanuel Macron est apparu un peu trop volontariste. Il était, selon certains, déterminé à trop bousculer l'Allemagne pour faire avancer le projet européen, alors que de son côté, l'Allemagne cherchait plutôt à prolonger un statu quo et à le faire évoluer. La lettre programme que vous avez évoquée également, du 4 mars 2019, pour, je cite, une renaissance européenne, n'a pas eu non plus des échos très positifs en Allemagne. Et ces points de crispation qui ont été évoqués ont été encore plus palpables après les élections européennes du 26 mai 2019. En effet, la chancelière Angela Merkel soutenait le Spitzenkandidat conservateur Manfred Weber, dont le parti, enfin en tout cas la somme des partis au sein du PPE, du Parti populaire européen, est arrivée en tête, mais le président français s'est opposé à sa nomination. Selon vous, quelles sont les raisons de l'attitude hésitante des Allemands face aux propositions de Macron? Alors, cette attitude hésitante s'insère dans un cadre plus général, hein. Les relations franco-allemandes se sont nettement rafraîchies ces dernières années. Et puis, certaines déclarations d'Emmanuel Macron, notamment sur la défense européenne, sur les relations avec les États-Unis, avec la Russie, n'ont pas vraiment aidé. Par exemple, on a tous retenu cette phrase qu'il a prononcée à la fin du mois de novembre 2019 sur la mort cérébrale de l'OTAN, ce qui a provoqué un peu la colère des responsables politiques en Allemagne, qui sont bien entendu peut-être plus attachés, pour des raisons historiques, à la relation transatlantique que certains milieux en France. Donc il a été reproché à Emmanuel Macron d'avancer sans concertation sur les questions européennes. D'une manière plus générale, c'est une question qui se pose à l'Europe depuis plusieurs années, c'est-à-dire la question de sa propre vulnérabilité, qui est à la fois politique et géopolitique, la question de ses fragilités internes, et sur ces questions, le couple franco-allemand, en raison de désaccords assez latents, n'a pas pu apporter de réponse. Pour citer Hans Stark, le discours de la Sorbonne que vous évoquiez tout à l'heure est un rendez-vous manqué d'Emmanuel Macron avec l'Allemagne qui n'était pas en mesure d'y répondre. Et donc ce rendez-vous manqué a illustré d'une certaine manière l'essoufflement des relations franco-allemandes et des initiatives en faveur d'une Europe plus unie qui datait qui durait depuis le milieu des années 2000. Sur mon blog, j'ai décrit le traité d'Aix-la-Chapelle comme un programme pour les relations franco-allemandes.
Le traité semble maintenant faire ses preuves dans la crise. Alors effectivement, le traité d'Aix-la-Chapelle de janvier 2019 doit répondre aux défis que j'ai évoqués, donc aux défis qui ont été lancés par la réorientation de la politique américaine sous Donald Trump, et qui ne reviendra pas forcément à la normale, entre guillemets, avec Joe Biden, et l'impact du Brexit. Bien sûr, on peut mentionner aussi les besoins intrinsèques d'une relance européenne qui était rendue nécessaire par des insuffisances structurelles au sein de l'Union européenne. Mais malgré ces limites, cette nouvelle relation franco-allemande présentée par le traité avait pour objectif de se construire autour de 3 axes définis par le traité d'Aix-la-Chapelle. Le premier, c'est la convergence et l'harmonisation des modèles économiques et sociaux entre les deux pays. Le deuxième est la mise en place d'une assemblée parlementaire franco-allemande, donc qui doit être l'outil parlementaire de cette convergence. Et enfin, un comité transfrontalier pour faire des zones transfrontalières le laboratoire concret de ces convergences. Et donc la crise qui est liée à l'épidémie de Covid-19 a mis à l'épreuve ces objectifs, qui étaient déjà au cœur de nombreux désaccords, et elle a été d'une certaine manière, avec les thèmes qui sont développés, le transfrontalier, les modèles économiques et sociaux, elle a été une sorte de mise à l'épreuve grandeur nature des principes de convergence qui ont été définis dans ce traité d'Aix-la-Chapelle. La pandémie a eu des effets différents en France et en Allemagne lors de la première vague et aussi lors de la deuxième vague. Avez-vous une explication à cela? Alors, l'épidémie peut être vue ou peut être le révélateur des divergences entre les deux gouvernements, notamment sur les plans économiques et financiers, et en raison du caractère qu'on qualifie souvent d'asynchrone et d'asymétrique des décisions qui sont prises de part et d'autre du Rhin. Alors, pour la première vague de l'épidémie, la propagation était en Allemagne différente de celle de la France. Les premiers foyers d'infection ont pu être rapidement détectés, identifiés à la fin du mois de février 2020, donc notamment les retours de personnes qui étaient parties faire du ski en Italie et en Autriche. Et en France, l'un des principaux foyers de diffusion, dans le cadre d'une réunion évangélique en Alsace, a été difficilement identifié et ça a été plus tardif, au début du mois de mars 2020, donc cela a pu se diffuser plus rapidement. Donc vous voyez, il y a aussi des hasards qui sont liés à ces différences. Après, si on considère le nombre de victimes dans la première vague par rapport à la population totale, l'Allemagne a donc subi moins sévèrement des conséquences dramatiques de l'épidémie. Le taux de létalité a été 4 fois inférieur à celui de la France. Alors, qu'est-ce qui explique ce modèle? Est-ce qu'il y a une exception allemande, comme l'ont affirmé certains? C'est toujours probablement le résumé de la combinaison de différents facteurs, notamment la qualité et la densité, et surtout la densité du système sanitaire et de santé, et la capacité de test, dans un premier temps, qui ont pu être le principal facteur. Euh, voilà, pour la deuxième vague, il y a d'autres raisons sur lesquelles on pourra peut-être revenir ensuite. Oui, ce qui est très intéressant, que le nombre d'infections en Allemagne a doublé celle de la France au début du mois de décembre. Et ensuite, le deuxième confinement en Allemagne est à peu près, je pense, venu trop tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, il y a une différence importante avec le deuxième confinement. Il est intervenu très tôt en France et certains, enfin le fameux lockdown light dont on parlait en Allemagne, les médias allemands, certains médias allemands critiquaient très sévèrement ce qui a été fait en France. Le correspondant en France du journal Die Zeit qualifiait la France d'un absurdistan quant aux mesures prises, avec la fermeture des restaurants, des cafés, de nombreux commerces, etc. Et il semble que visiblement, cette politique, on ne va pas dire qu'elle est parfaite, mais elle a apporté, en tout cas, elle a permis de limiter, aujourd'hui on a dans cette situation en France, on n'a plus de croissance du nombre de cas quotidiens, on a une stagnation. Et en Allemagne, on a des mesures peut-être qui ont été prises trop tardivement. En tout cas, c'est ce qu'observent certains décideurs politiques, notamment dans des régions qui ont été peu touchées par la première vague d'épidémie, l'est de l'Allemagne, donc il y a une géographie différente
du virus, il est beaucoup plus diffus, que ce soit en France et en Allemagne d'ailleurs dans la deuxième vague. Et dans ces régions, on n'était pas préparé peut-être à ce qu'a été la première vague, comme c'était le cas en Nordrhein-Westfalen, donc en Rhénanie du Nord-Westphalie ou en Bavière. Donc il y a des différences sur, comment dire, sur les mesures prises et sur la géographie du virus qui peuvent expliquer que, effectivement, probablement en Allemagne, ces mesures sont venues un peu trop tardivement. En France, l'état des hôpitaux est critiqué et blâmé pour le déroulement différent des événements. Ces accusations sont-elles justifiées? Alors, ça a été un grand débat en France pendant la première vague, c'est-à-dire le nombre de lits dont disposait chacun des deux pays, des lits en soins intensifs notamment. Et en Allemagne, si on regarde les chiffres, il y avait environ 28 000 lits en soins intensifs, dont 20 000 équipés de respirateurs qui sont nécessaires pour traiter les personnes malades de Covid. Et selon la Société allemande des hôpitaux, cette capacité a pu rapidement être augmentée pour atteindre 40 000 lits avec 30 000 respirateurs au début du mois d'avril 2020. Donc, on va dire un mois après le début de la diffusion de l'épidémie de manière importante. En France, la capacité initiale est estimée à environ 5 000 lits équipés et le gouvernement a dû se prendre un peu des mesures rapides pour tripler la capacité d'accueil, arriver autour de 14 500 lits, 15 000 lits, dont 10 000 avec des respirateurs au mois d'avril, et donc s'appuyer sur des groupes industriels. Alors ces chiffres peuvent être questionnés, leur comptabilité peut être discutée. Ce qui est souvent mis en avant, c'est surtout l'organisation et l'efficience de la répartition des lits dans le système de santé qui est mis en cause. Et dans ce cas, le système fédéral allemand peut faciliter les choses et donc avec une prise en charge rapide à l'échelle locale. De même, l'Allemagne testait beaucoup au début de la première vague épidémique, avec un des taux les plus élevés au monde, ce qui a permis de prendre en charge plus rapidement les différents malades. Donc, on a ici deux choses. Il y a des différences structurelles importantes qui existent, mais aussi on a un fantasme, peut-être en France et en Allemagne, de l'autre pays, c'est-à-dire mis en exergue par les plus, comment dire, par certains un peu radicaux, estimant d'une part en France que l'Allemagne est toujours efficace avec une forme de jalousie, et en Allemagne que les Français ne sont pas organisés et qui ne savent pas faire face aux situations de crise. Donc ça a permis aussi d'accentuer, de gonfler parfois certains préjugés d'un pays envers l'autre. Mais nous avons beaucoup appris pendant la crise, surtout lors du premier confinement. Les fermetures de frontières ont rencontré une grande résistance, n'est-ce pas? Alors effectivement, ça a été un des points de fixation très importants durant la première vague de l'épidémie. Il y a eu 2 choses. D'abord, une première chose qui est passée un peu plus sous silence, c'est-à-dire la question pour l'Allemagne d'interdire d'exporter le matériel médical de protection dès le début du mois de mars, dès le 4 mars. Et bien sûr, alors ce qu'on a appelé la fermeture des frontières le 16 mars. Alors qu'est-ce qu'on entend par la fermeture des frontières? C'est surtout le rétablissement des contrôles des frontières entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire une mesure dérogatoire à Schengen, donc aux normes européennes. Alors, rétablir les contrôles, ça ne veut pas dire fermer la frontière. Qu'est-ce qui a abouti à une fermeture véritable des frontières? C'est les moyens nécessaires, puisqu'il n'y a plus de contrôle depuis des années, donc on n'a plus le personnel pour rétablir les contrôles. Et donc, si on regarde entre la Moselle et la Sarre, 31 des 35 points de passage ont été fermés. Et donc, pour les 46 000 travailleurs frontaliers français qui travaillent en Allemagne, ils ont été obligés de parfois faire des très longs détours pour se rendre dans la Sarre, qui est pourtant voisine. Donc, ce qui a créé des tensions et donné l'impression que l'Europe s'effondrait. Ces difficultés ont été d'autant plus fortes que certains Français ont subi des agressions verbales, car ils venaient de la région Grand Est, donc une des régions les plus touchées durant la première vague épidémique. Les autorités allemandes, donc, alors par deux voies principales qu'on peut retenir, donc la vice-ministre-présidente de la Sarre, Anke Rellinger, et le ministre fédéral des Affaires étrangères, Heiko Maas, ont dû présenter leurs excuses au nom de leurs compatriotes, de certains de leurs compatriotes, il ne faut pas généraliser bien sûr, qui avaient qui avaient prononcé de tels propos. Et donc cette question de la fermeture des frontières, elle a été en partie anticipée
dans la perspective de la deuxième vague, et d'ailleurs on n'a pas de fermeture, du moins même partielle, des frontières durant cette deuxième vague, notamment avec un travail de concertation entre les exécutifs locaux, régionaux, notamment dans la région du Rhin supérieur, avec une collaboration plus importante entre les systèmes de santé des différentes régions. Je pense qu'il y a encore une observation qui s'impose. Dans les deux pays, il y a des différences structurelles en dehors des conditions accidentelles. Alors effectivement, j'ai évoqué tout à l'heure la question du fédéralisme allemand. La proximité locale du système de santé peut faciliter la prise en charge des patients, mais il y a aussi des conditions différentes dans le système économique. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à une capacité de test, pour pouvoir équiper rapidement des lits en soins intensifs, l'Allemagne peut bénéficier d'un tissu économique très régional, le fameux Mittelstand, pour les Français, les PME industrielles allemandes, qui représentent 23% quand même, presque un quart du PIB allemand. L'équivalent en France n'est que de 12%. Et donc ces entreprises ont pu très rapidement produire des équipements nécessaires pour décharger le système de santé qui aurait pu être saturé. La politique de test, elle a pu être facilitée aussi par les entreprises qui ont réorienté leurs activités. Les autorités sanitaires ont donc pu détecter des malades qui auraient été asymptomatiques, les isoler et donc enrayer la transmission du virus. Et donc, cette capacité allemande, peut-être plus structurelle, à s'adapter, à optimiser ses capacités d'accueil, elle est liée aussi à un système économique et donc de santé très différent entre les deux pays. En France, il y a un appel à une plus grande responsabilité des régions, proposant des mesures régionales sur le terrain pour contenir la pandémie. En Allemagne, par contre, l'isolement régional est fortement critiqué. Alors effectivement, en France, on a regardé le modèle allemand et donc la régionalisation a été vue comme un modèle, une plus grande autonomie. Néanmoins, si on regarde les chiffres, le fait qu'il y ait eu des patients qui étaient déplacés, si j'ose dire, entre différentes régions, d'un système plus national, a permis aussi de les prendre en charge, entre le sud-ouest qui était moins touché et l'Île-de-France, par exemple, qui était très touchée, ou le Grand Est et la Bretagne. Les mesures prises en Allemagne sont effectivement prises au niveau régional et ont provoqué de grandes dissensions entre les ministres-présidents qui se rencontrent dans leur conférence. Et donc, parfois, cela a retardé le processus de décision. On peut prendre l'exemple de ce qu'on évoquait tout à l'heure, la Saxe, qui a été peu touchée par la première vague, et à la mi-octobre, le ministre-président, Michael Kretschmer, qui est pourtant du même parti que la chancelière Angela Merkel, s'était opposé aux restrictions qu'elle voulait imposer en Allemagne, et qu'il voyait plutôt comme des restrictions imposées par d'autres ministres-présidents de l'ouest du pays, comme Markus Söder, le ministre-président de Bavière, qui a été à la pointe du confinement durant la première vague. Et aujourd'hui, si on regarde les chiffres, c'est le land allemand où le virus circule le plus activement, avec une incidence, alors il me semble que c'est autour aujourd'hui de 400 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire 2 fois la moyenne nationale en Allemagne. Et donc, ces mesures qui doivent être prises au niveau régional peuvent aussi retarder, on l'évoquait tout à l'heure, les mesures qui sont prises peut-être trop tardivement dans la lutte contre la pandémie. C'est peut-être pour ça qu'on avait jusque-là qu'un lockdown light et qu'on est obligé de manière drastique aujourd'hui, dans une réunion récente du gouvernement fédéral et des ministres-présidents, de prendre des mesures importantes dans le confinement. Et ce confinement, on peut le constater dans l'opinion, il est soutenu par l'opinion. Plus des 3/4, 80% des Allemands regrettent que les mesures qui sont prises aujourd'hui n'aient pas été adoptées plus tôt, que ces mesures strictes n'aient pas été adoptées plus tôt pour freiner le virus. Quelle est la réaction de l'opinion publique? N'existe-t-il pas un mouvement comme celui des Querdenker qui, de manière populiste, minimise ou nie l'existence du virus et présente ensuite les mesures du gouvernement fédéral comme excessives? Alors, les Querdenker, c'est un mouvement qui est compliqué à expliquer en France, puisque c'est un mouvement qui est à la fois populiste, récupéré par l'extrême droite, peut-être parfois par l'extrême gauche, mais aussi qui est un mouvement qui est très libéral, c'est-à-dire au sens noble du terme, c'est-à-dire des gens qui veulent protéger leurs libertés les plus absolues, et au sens de la restriction de leur liberté de circulation ou de leur choix. Et c'est un mouvement qui
alors peut-être que certains comparent aux Gilets jaunes en France, mais qui n'a pas la même portée ni les mêmes objectifs. Ce mouvement des Querdenker, il n'y a pas d'équivalent en France, c'est assez surprenant puisqu'on a plutôt la réputation en France d'être contestataire quand des mesures gouvernementales sont prises, et elles surprennent parfois, ces mouvements surprennent, notamment quand, par exemple, il y a eu une tentative, alors volontaire ou pas, mais d'entrer dans le Bundestag récemment, enfin il y a quelques semaines. C'est des choses qui ressemblent plutôt au mouvement des Gilets jaunes. Pourtant, on n'a pas eu ceci en France. Si on regarde les chiffres, on en parlait, près des 3 quarts des Allemands sont favorables à un confinement plus dur, plus strict, jusqu'au 10 janvier, et seuls 20%, c'est déjà important, mais seuls 20% ils sont défavorables. C'est-à-dire que les opposants, les Querdenker, sont certes bruyants, ils font des manifestations, mais ils sont une minorité. Et quand on regarde les différents partis politiques de l'opposition, bien sûr, parce que dans les propositions, les partis gouvernementaux soutiennent les propositions qu'ils font. Les partis d'opposition qui s'opposent à ces nouvelles mesures, on peut voir que les Verts sont plutôt favorables à cela, et que l'AfD va être contre ces mesures. Ils essaient de récupérer le mouvement des Querdenker, et les libéraux du FDP essaient d'une certaine manière de critiquer les mesures gouvernementales. Donc, on peut voir que si on regarde maintenant à l'échelle des partis eux-mêmes, les sympathisants de tous les partis politiques sont favorables à ce confinement, sauf ceux de l'AfD qui sont opposés à près des 2 tiers, à 62%. Donc on voit vraiment aussi qu'il y a une récupération politique, peut-être, de la part de l'AfD. Si on essaie de résumer tout ça entre la France et l'Allemagne, on peut le faire de la manière suivante. Durant la deuxième vague, les Allemands, disent certains, ont appris à respecter les règles, mais à remettre en cause l'autorité. Alors qu'en France, on a plutôt appris à remettre en cause les règles, mais à respecter l'autorité, ce qui est peut-être un paradoxe, étant donné la culture politique des deux pays. La bonne voie sera le milieu. Exactement. Nous sommes en guerre, a martelé le président Macron le 11 avril dans son interview télévisée. Y a-t-il une différence entre cela et la sérénité de la chancelière Angela Merkel? Alors, il y a plusieurs explications à tout ça. Emmanuel Macron s'est posé en chef de guerre, vous l'avez rappelé, et Angela Merkel plutôt en arbitre. Et cette différence notable, elle s'explique aussi par le statut des États et les différences entre les deux États. En France, on a un primat du politique et du chef de l'État, qui est effectivement le chef des armées, donc il peut se poser en chef de guerre. Et de l'autre côté, le fédéralisme avec la chancelière Angela Merkel, qui est effectivement une arbitre, dans le sens où elle arbitre les décisions prises dans la conférence des ministres présidents. La différence, elle a été soulignée par le président de la République fédérale, Frank-Walter Steinmeier, qui est intervenu à la télévision le 11 avril 2020, et on peut rappeler qu'il s'agissait de la 3e intervention seulement d'un président allemand depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est dire si l'heure était grave en Allemagne. C'est peut-être aussi fort que de dire que nous sommes en guerre, mais on ne peut pas le dire bien sûr en Allemagne. C'est la première depuis la réunification. Et dans son discours, Frank-Walter Steinmeier a mis l'accent sur le fait que, je le cite, cette pandémie n'était pas une guerre. Donc ici, cette allocution, elle montre vraiment qu'il voulait prendre ses distances avec le message politique français dans la gestion de crise. Et ce message que vous avez rappelé, nous sommes en guerre, du président Emmanuel Macron. Cette différence est bien sûr liée à l'héritage politique de l'Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne peut difficilement faire référence à une guerre étant donné son histoire. Les réactions allemandes en Allemagne à la pandémie, comment sont-elles perçues en France? Alors, en France, dans la première vague, l'action du gouvernement français a été très commentée en Allemagne, et on considérait, je le rappelais tout à l'heure, que des erreurs avaient été commises au début de la pandémie, que le danger avait été minoré, qu'il y a eu des lacunes au niveau de la prévention, et ce qui avait nuit à la confiance des Français envers leurs dirigeants. Un sondage a été fait à la fin du mois d'avril, et il est intéressant, puisque cette enquête d'opinion a demandé aux Français quel est le dirigeant qui avait agi le plus dans l'intérêt de son peuple. Et pour les Français, c'est Angela Merkel qui arrivait la première, à près de 40%, loin devant Emmanuel Macron, qui ne recueillait que 14%. Donc en France, on voyait l'Allemagne comme un pays où les dirigeants politiques avaient pris des bonnes mesures.
Comment on peut expliquer ça? Angela Merkel, on l'a dit, a eu un rôle d'arbitre et elle a communiqué régulièrement durant la crise, même si au début de la crise, son attitude avait été assez critiquée. Et on lui reprochait son manque de leadership, de ne pas prendre des mesures très rapides. Euh, Angela Merkel, on le répète souvent en France, est une scientifique de formation et ses interventions sont vues comme celles d'une experte, c'est-à-dire qu'elle explique, elle rassure, elle donne des informations parfois techniques, elle donne des chiffres, elle donne des graphiques pour, d'une certaine manière, rassurer de manière rationnelle la population. Euh, la journaliste Catherine Benold avait parlé d'une exception allemande dans la gestion de la crise qui aurait reposé sur le fait, enfin qui reposerait sur le fait que les mesures prises en Allemagne n'auraient rencontré que peu d'opposition politique dans un premier temps. Et on l'a vu à l'instant, comment dire, cette exception est à relativiser puisque, d'une certaine manière, en France, ça a été plutôt accepté et en Allemagne, on a aussi des mouvements qui s'y opposent. Donc voilà, les choses sont un peu moins tranchées qu'on a pu le dire parfois durant la crise. Tout d'abord, la pandémie a emmené les deux pays à reprendre leurs esprits, mais ensuite à découvrir qu'ils doivent agir ensemble. Effectivement, il y a un certain nombre d'accords et d'institutions transfrontalières et transfrontaliers entre la France et l'Allemagne. Et dans la première phase de la pandémie, la coopération n'a pas été optimale. Dans des hôpitaux allemands, de nombreux médecins étaient prêts à aider leurs collègues français à prendre en charge des patients, mais c'était souvent compliqué pour des raisons administratives, même à l'heure de l'Union européenne. Et pour les acteurs locaux, notamment au niveau transfrontalier, cette crise sanitaire, cette expérience a montré l'urgence d'une coopération transfrontalière plus étroite, notamment dans la région du Rhin supérieur, avec comment dire, une autonomie plus importante, on l'évoquait tout à l'heure, des décisions prises à Paris. Pour la présidente de la région du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, si les hôpitaux universitaires de Heidelberg, de Mannheim ou de Ulm ont pu accueillir des patients français, c'était grâce à des arrangements, je la cite, spontanés au téléphone, parce que les gens se connaissaient et ils avaient l'habitude de travailler ensemble. Et on peut citer ici les jumelages qui ont permis aussi d'avoir des contacts directs entre les différentes personnes. Je peux citer ici deux exemples. La ville de Kassel qui a admis dans son hôpital plusieurs patients très rapidement parce qu'ils venaient de la ville de Mulhouse, de l'Alsace voisine, avec laquelle Kassel est jumelée. C'est la même chose pour Forbach et Völklingen en Sarre, avec des patients qui ont pu passer la frontière. Et donc cette coopération qui s'est ensuite étendue à l'ensemble du territoire allemand, elle a commencé au niveau transfrontalier par la proximité et par les contacts personnels. Et ça a permis peut-être d'une certaine manière de dépasser, de surmonter ce qu'on appelle l'effet frontière dans ces régions limitrophes et de renforcer un sentiment d'appartenance commune à l'Europe. Nous avons une institution franco-allemande qui est encore mal connue. Quel est le rôle de l'Assemblée parlementaire franco-allemande? A-t-elle passé son grand test attendu? Alors, effectivement, l'Assemblée parlementaire franco-allemande, mise en place par le traité d'Aix-la-Chapelle, a été révélatrice des milieux, de la solidarité franco-allemande qui a été relayée par les milieux parlementaires. Les premières initiatives très concrètes sont venues des députés eux-mêmes, notamment Christoph Arends, le président du groupe d'amitié France-Allemagne à l'Assemblée nationale, et son homologue Andreas Jung, qui est président du groupe parlementaire franco-allemand au Bundestag, qui, dans le cadre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, ont rédigé, dès le 6 avril, une initiative commune franco-allemande pour l'Europe. Et donc, dans cette initiative, dans le cadre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, il plaidait en faveur d'une stratégie transfrontalière en cas de pandémie, c'est-à-dire une réaction concrète, mais aussi il plaidait pour une union de la santé pour protéger les Européens. Et donc, l'Assemblée parlementaire franco-allemande a aussi pris un
un sens très important autour de la question de la réouverture des frontières dont on parlait tout à l'heure. Et à la fin du mois de mai, c'est dans le cadre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande que les deux ministres de l'Intérieur, donc à l'époque Christoph Castaner en France et Horst Seehofer en Allemagne, ont été entendus et ils ont reconnu d'ailleurs qu'il y a eu des problèmes de concertation dans la gestion de crise entre les États européens. Que pensez-vous de la conférence de presse conjointe de Macron et de Merkel le 18 mai 2020 et le résultat du Conseil européen de juillet de cette année? Emmanuel Macron, jour historique pour l'Europe, c'est le titre de l'article sur mon blog. Pour Macron, c'était un jour historique pour l'Europe, mais toujours pas de réponse vraiment adéquate du côté allemand à des idées sur la politique européenne. Alors, cette présentation de l'initiative franco-allemande conjointe par Emmanuel Macron et Angela Merkel lors d'une conférence de presse commune par visioconférence le 18 mai a ouvert une nouvelle séquence politique à l'échelle européenne. Les deux dirigeants ont proposé la mise en place d'un fonds de relance de 500 milliards d'euros qui permet pour financer les dépenses pour les secteurs et régions les plus touchés par la crise. Ce plan de financement original, qui a évolué ensuite, devait reposer sur une logique de dotation budgétaire directe dans le cadre du budget pluriannuel de l'Union européenne. La Commission européenne est chargée d'emprunter directement les sommes sur les marchés financiers au nom de l'Union européenne afin d'effectuer des dépenses dans les 3 ou 4 premières années du prochain cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire celui qui va entrer en fonction bientôt. Donc, c'est suite à cette proposition que la Commission européenne a présenté, donc le 27 mai, vous voyez, de très peu de temps après, un fonds de relance qui est adossé au nouveau budget pluriannuel pour répondre à la crise. Donc, ce plan sur Next Generation, EU Next Generation, c'était composé en deux volets. Un volet qui comportait une partie de dotation et une partie de prêt, c'est-à-dire pour donner des garanties aux États qu'on appelle les frugaux, en tout cas qui s'appellent eux-mêmes les frugaux, qui étaient opposés à des dotations directes, mais plutôt favorables à des emprunts. On peut citer l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède. Et donc, les négociations s'annonçaient âpres, et dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, le 21 juillet 2020, à l'issue d'un Conseil européen qui a duré 4 jours, donc très, très long et très difficile, ce plan a été adopté. Et il a été adopté avec des modifications, c'est-à-dire que de 500 milliards d'euros de dons, on passe à 390, et le montant des subventions prévues, donc de 250 milliards, à 360. Alors certes, on peut voir ça comme un caractère dévoyé de la proposition franco-allemande, mais ce qui est important, c'est que le principe est désormais acté, c'est-à-dire, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne va emprunter en son nom. Et donc, cette proposition d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel a montré que le couple franco-allemand reste un mythe opératoire, et pas seulement un mythe, reste quelque chose de concret au sein de l'Union européenne pour faire avancer les choses, que la France et l'Allemagne peuvent se mettre d'accord pour proposer des solutions concrètes pour l'Europe, et pour faire bouger les positions des uns et des autres. C'est grâce à l'intermédiaire de la Commission européenne, donc d'Ursula von der Leyen, la présidente, que la France a réussi à faire bouger les lignes de l'Allemagne sur cette question, c'est-à-dire qui amène à une mutualisation des dettes au niveau européen, alors que l'Allemagne s'y était toujours refusée, et ce qui avait provoqué des tensions dès les premières semaines de la crise épidémique. Ces expériences de la pandémie auront-elles des répercussions sur d'autres questions? Je pense à la numérisation, climat, migration, sécurité. Alors, on peut voir toutes ces questions à travers la question de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne. Donc, celle-ci s'est ouverte le 1er juillet 2020, et elle a pris rapidement un caractère symbolique, étant donné le contexte actuel. Le gouvernement allemand a dû revoir ses priorités. On a même parlé d'une Corona-Präsidentschaft pour la présidence allemande. Donc, on l'a dit, le premier enjeu était l'adoption du cadre financier pluriannuel, le budget pluriannuel de l'Union européenne, et cette question a été adoptée très, très rapidement. C'est une question qui a occupé les Européens, même pendant la deuxième vague jusqu'à aujourd'hui, puisque le plan a été définitivement adopté récemment lors du dernier Conseil européen.
Au-delà des questions économiques, vous l'avez évoqué, la politique climatique est un autre dossier phare de cette présidence, avec le pacte vert, enfin dans le cadre du pacte vert qui avait été proposé par la Commission européenne, et l'Union européenne s'est fixé une neutralité carbone avec objectif l'horizon 2050. Et donc, les mesures qui ont été adoptées avec la réduction des émissions jusqu'en 2030 vont dans ce sens-là. L'autre chantier, c'est la question de l'asile et de la migration, qui est peut-être un petit peu moins, qui a été plus compliqué, et pour lequel on a apporté moins de réponses dans ce qui était prévu. Donc la pandémie, on le voit, n'a pas tout changé, mais elle a modifié considérablement les priorités de la présidence allemande. Et si on s'interroge aussi sur les questions de politique étrangère et politique de défense, on peut voir aussi que malgré le rapprochement économique concret, la coopération franco-allemande, on a des tensions qui subsistent entre la France et l'Allemagne. Alors, il y a eu une longue séquence à l'automne d'opposition, de jeu de passe d'armes entre le président Macron et la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, sur la question de la place de l'Europe vis-à-vis de l'OTAN et vis-à-vis des États-Unis. Et donc tout ce débat est celui de la question de l'autonomie stratégique ou de la souveraineté européenne. Alors, sans rentrer dans le débat lui-même, on peut aussi voir que là, on a peut-être des différences, certes, de culture entre la France et l'Allemagne, un lien à l'OTAN plus fort du côté allemand et peut-être plus distendu du côté de la France, mais surtout, on s'aperçoit qu'il s'agit, selon les termes de certains analystes, plutôt d'un débat de termes plutôt qu'un débat d'idées. C'est-à-dire qu'on ne débat pas du fond, on peut être à la fois pour une souveraineté européenne et pour la coopération transatlantique. Les deux idées ne sont pas du tout, ne s'excluent pas nécessairement. Mais peut-être de part et d'autre, chacun parle aussi à son public et surtout à son électorat. C'est aussi dans cette période un peu confuse une manière de capter l'attention des gens qui nous sont fidèles. Merci Paul Maurice. Merci à vous. Je vous remercie sincèrement de vos réponses et surtout de la dernière, qui est, je l'espère, un petit résumé de nos entretiens futurs. Avec grand plaisir.